Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Afrique Café où nous allons parler du trafic de médicaments falsifiés en Afrique. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'inviter son Excellence, l'ancien Premier ministre de Guinée, Monsieur Kabiné Komara. Monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes personnellement investi dans le sujet et c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans cette émission-là. On va essayer de comprendre avec vous quels sont les principaux facteurs qui contribuent au trafic de médicaments falsifiés en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci beaucoup de me donner cette opportunité de parler de ce sujet extrêmement préoccupant en Afrique. Peut-être qu'on va commencer par quelques statistiques et même par quelques révélations. Ce matin, avant d'arriver ici, je lisais sur Internet le fait qu'un pauvre paysan de mon pays, en Guinée, à Sigiri, est mort parce qu'on lui a fait une injection de ce qu'on appelle, on pourrait penser à de la pénicilline. C'est un faux médicament, le pauvre, il est décédé d'après ça. Et ce n'est pas seulement qu'en Guinée, c'est pratiquement dans toute l'Afrique. On estime qu'aujourd'hui, 42% des médicaments falsifiés dans le monde sont consommés en Afrique. Et nous sommes tellement exposés parce que nous importons 90 à 95% de l'ensemble de nos médicaments, dont une bonne partie est malheureusement sous-standard et falsifiée. C'est important de faire la différence entre les médicaments sous-standard et falsifiés. Les sous-standards ou inefficaces, c'est des médicaments qui étaient bien à l'origine, mais qui étaient mal conservés, soit parce que sous le soleil, soit parce qu'ils n'ont pas été conservés dans des conditions de réfrigération, où les dates de péremption sont arrivées, et c'est mis sur le marché comme ça. Et les gens les utilisent, malheureusement, ils n'ont plus la même efficacité. Alors que les médicaments falsifiés, ça, c'est des médicaments fabriqués intentionnellement, sachant très bien que le principe actif n'est pas dedans, et on trompe la vigilance donc, de l'acheteur qui le consomme et qui s'expose donc à des dangers. Donc, c'est des médicaments, ou entre guillemets, des produits qui ne sont pas là pour soigner, mais qui sont des tueurs silencieux. Et la situation est tellement grave aujourd'hui que nous estimons qu'il y a à peu près 200 milliards de dollars de commerce mondial de faux médicaments falsifiés dans le monde. Et les 40% se passe en Afrique. Vous imaginez la masse de fonds que ça brasse. Et c'est tellement lucratif que ça attire beaucoup de partisans, de partenaires, de flibustiers. Un dernier chiffre, c'est plus lucratif que la drogue. Quand vous investissez $1 dans la drogue, ça vous rapporte $20. Quand vous investissez $1 dans les faux médicaments, ça vous rapporte 100. Vous voyez l'écart donc qui est extrêmement important. Ouais. Donc c'est un phénomène en fait qui prend toujours de l'ampleur dans le continent, qui s'avère extrêmement lucratif comparé à d'autres trafics. Quel est le lien entre les enjeux sanitaires et sécuritaires dans la lutte contre le trafic de médicaments falsifiés et de qualité inférieure en Afrique? Vous savez, nos pauvres pays africains, leur politique sanitaire comprend un certain nombre de composantes. Vous construisez des centres de santé, des hôpitaux, ainsi vous formez des médecins et vous importez des médicaments. Alors une bonne partie du budget, soi-disant investi dans les médicaments, se retrouve dans des produits qui, au lieu de soigner votre population, donnent l'effet inverse. Alors c'est dramatique que ce soit celui qui veut faire du bien qui se retrouve à la fin en train de détruire sa propre population. Donc ça crée un grand problème des mois, ajouté à ce qui arrive. Donc ça désorganise le circuit de santé. Ça crée beaucoup de problèmes de manque de confiance. Et ensuite, dans des zones données, évidemment, ça peut apporter jusqu'à des révoltes parce que les gens se disent « nous n'avons pas un État qui s'occupe de nous et tout ce que nous prenons nous détruit ». Alors ça, c'est l'aspect social. L'aspect sécuritaire, c'est que cet argent qui est brassé est utilisé, recyclé dans des circuits avec des bandits, donc des trafiquants, des prostituées, des gens qui sont dans les armes, des gens qui sont dans toutes sortes d'activités illicites. Et ce qui devient un problème de sécurité nationale. Parce que là, pour les identifier, les traquer, vous êtes obligés de mettre en place d'autres systèmes pour combattre. Donc, à la fois, c'est un cercle avec tellement d'inextricabilité que vous vous retrouvez finalement, vous pensez que c'est le médicament qui est le facteur ou la cause, mais il a à la fois cause, facteur, conséquence et, j'allais dire, implicateur, originateur de beaucoup de conflits.
Okay. Face à, justement à... Et j'allais oublier aussi, c'est l'aspect économique et financier. C'est-à-dire que j'ai parlé des sommes faramineuses que ça adresse. Donc vous avez tout le circuit douanier et financier qui est perturbé. Vous avez de l'argent mal acquis qui est introduit dans le système financier. Et vous avez donc parfois même certains qui sont des barons du système, qui influent sur le système politique, dans les élections, donc qui veulent faire adopter élire à des postes des gens qui peuvent être leurs laquais. Donc c'est tout un ensemble de conséquences. Pour faire face aujourd'hui à l'expansion du phénomène, quels sont aujourd'hui les efforts qui sont déployés aussi bien par les organisations internationales, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi par les gouvernements africains pour lutter contre le phénomène? Bon, écoutez, je suis heureux de constater qu'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience parce que nous avons organisé à Lomé en janvier 2020 une première réunion avec 6 chefs d'État africains. Et là, on a lancé l'initiative de Lomé qui a permis de faire prendre conscience aux différents chefs d'État qu'il était essentiel de s'attaquer à ce fléau. Et le chef de l'État du Togo disait à cette occasion que la prise de conscience, il la réalise parce que tout le monde passe à côté des médicaments qui sont exposés dans la rue, dans les marchés, de manière insouciante, sans faire le lien de tout ce que ça a comme complication ou implication. Alors, la prise de conscience au niveau des 6 pays a permis de lancer ce qu'on appelle l'initiative de Lomé, qui a pour but vraiment de rallier beaucoup de pays africains pour préparer un plan de lutte contre les faux médicaments. Alors, il faut savoir qu'avant ceci, il y avait au niveau international un certain nombre quand même de textes. Il y avait la Convention de Palerme sur les crimes transfrontaliers, qui n'est malheureusement pas ratifiée par tous les pays africains. Il y a la Convention Médicrime qui a été adoptée par l'Union européenne, qui est très efficace en 2012, et dont on voudrait que tous les pays africains s'inspirent et qu'ils la ratifient. Mon pays, la Guinée, a été l'un des premiers à le ratifier, suivi du Burkina et d'autres. Donc cette Convention Médicrime pose clairement la façon vraiment d'aborder le problème. Et plus récemment, et c'est très important de le noter, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a adopté un référentiel de lutte contre les médicaments falsifiés et sous-standard, de façon à ce que les pays puissent se référer à ça pour préparer leur propre plan donc de lutte contre les médicaments falsifiés. Et ça, c'est extrêmement encourageant, parce que ça permettra ensuite qu'au niveau national, non seulement on traduit les textes internationaux dans les textes locaux, mais également on met en place des structures de lutte contre ceci. Parce que c'était banalisé. Quand vous arrêtez un trafiquant de drogue, il est condamné à 20 ans, 30 ans de prison. Mais quelqu'un qui a introduit le faux médicament, c'est 1 semaine, 2 semaines, puis on considère que l'activité qu'il faisait est banale, qui n'a pas d'impact. Et donc il faut criminaliser cette activité. Elle est criminogène par essence, et faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience généralisée au niveau des populations, des décideurs et de l'ensemble des pays voisins, parce que c'est une lutte qui ne peut pas se mener au niveau d'un seul État. Donc en attendant justement que les mesures qui sont prises soient aujourd'hui efficaces, comment les populations locales peuvent se prémunir contre les dangers de médicaments falsifiés, sachant qu'ils continuent tout de même d'être encore vendus sur les étals de marché, ou même à ras-le-sol comme on dit, comment ils peuvent se protéger pour s'en prémunir? Bon, il faut d'abord que les États eux-mêmes aient des politiques sanitaires suffisamment, j'allais dire, compréhensives, qui couvrent tous les aspects, parce que la politique sanitaire, ça comprend aussi la fourniture de médicaments à des prix abordables et sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans tous nos pays. Donc ça, c'est un des points extrêmement importants. Disponibiliser les produits et des prix abordables sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, sensibiliser la population pour dire que les produits sont disponibles et que quel que soit le prix, ils ont intérêt à prendre ces produits de référence. Et il faut pousser les pharmaciens à ce que les produits qui sont importés soient référenciés, de façon à ce que l'acheteur puisse bien savoir le code, lire le code, la date de péremption, le fabricant, pour qu'on puisse remonter à la source en cas de problème. Et enfin, chaque fois qu'un cas est identifié, il faut absolument la publier
le publier pour que les gens en prennent conscience. Je vous donne des cas malheureux. Au Cameroun récemment, on avait importé du sirop et finalement on a trouvé dedans que c'était de l'huile de moteur. Et le Niger a fait les frais. Il y avait une grande campagne de lutte contre la méningite. On a pensé à importer des produits absolument conformes pour lutter contre ceci, mais dans beaucoup de ces imports, c'était de l'eau. Donc ça a démultiplié l'effet dévastateur de la maladie. Donc si on publie ça, on fait prendre conscience de la population en disant ce que vous croyez être le produit qui va vous rendre la santé est en définitive celui qui va précipiter votre mort. Donc tout ça demande vraiment des actions concertées et plus des actions de répression. Il y a eu récemment au Bénin, il y a quelques années, ils ont saisi donc, au port de Bénin une grande quantité de produits falsifiés et ils ont non seulement arrêté, annulé les licences des pharmacies, des grossistes qui les importaient, ils ont poursuivi également des sociétés importatrices. En Côte d'Ivoire, il y a 2 ou 3 ans saisi au port d'Abidjan des dizaines de conteneurs qu'ils ont détruits pour une valeur de 100 milliards de francs CFA. Donc, en donnant du retentissement à ces cas, ça fait prendre conscience. Donc l'enjeu n'est pas seulement un enjeu de sensibilisation, mais aussi un enjeu où il faut agir sur les politiques sanitaires, les renforcer davantage, agir sur la tarification, et bien entendu... Je ne vous ai pas bien compris. J'ai dit c'est un enjeu de sensibilisation, mais aussi un enjeu de renforcement de structures sanitaires de chaque pays, de renforcement des mesures de contrôle, et aussi agir sur la tarification qui reste essentielle pour que les populations soient justement intéressées de rentrer dans le circuit. Au-delà de ça, ça inclut également de grandes capacités, de grande volonté de coopération transfrontalière, de partage d'expériences. Par exemple, ils sont en train de mettre en place une organisation de tous les laboratoires de certification. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des laboratoires pour analyser les médicaments et prouver la certification. Donc, non seulement disponibiliser ces structures, mais également le renforcement de capacités, former des gens, faire en sorte qu'on puisse se répartir les uns et les autres, les expériences acquises, et en même temps remonter ces informations au niveau de ceux qui décident, parce que les fabricants s'adaptent aussi. Ils suivent l'évolution des maladies. Quand il y a eu la Covid, il y a eu énormément d'actes malveillants qui ont été faits pour essayer de populer les acheteurs. Mais en même temps, il faut que régulièrement les politiques de santé fassent l'évaluation. Donc, d'abord de ce qu'ils importent, de l'efficacité des produits, et, j'allais dire maintenant, il faut qu'on aille progressivement vers la production de certains médicaments sur place. Parce que plus la source de production est éloignée, plus la possibilité de falsification dans le circuit est grande. Et je suis heureux de dire qu'au niveau africain, il y a une agence qui a été décidée. Les pays sont en train de le ratifier pour que ça devienne effectif. Ça va donner des autorisations et des agréments pour que certains produits soient produits en Afrique. Et c'est important, à ce niveau-là, nous devons nous battre pour qu'il y ait de la souveraineté médicale et pharmaceutique pour réduire progressivement, sinon enrayer ce grand fléau. Monsieur Kabinet-Komara, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci d'avoir mis en lumière ce phénomène aujourd'hui qui prend de l'ampleur dans le continent. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci.